Mariette cueillit avec précaution une tige fleurie, l'emporta dans la maison, fit d'une bouteille un vase qu'elle posa sur la cheminée. En action de grâce à la jeune personne, au jardin, à la maison de poupée. Le souvenir du Saint des Bois et de sa Notre-Dame auquel, après un rêve d'une véhémente tristesse, elle n'avait plus accordé une pensée, lui traversa alors l'esprit. Mais le chemin ouvert vers l'été, la promesse de retrouvailles avec Louise et un coquelicot suffirent à les éclipser. Non pas un coquelicot en réalité, mais ce qui semblait un champ entier de coquelicots. Un matin, dans l'herbe haute préservée entre la maison et le marronnier, commença à éclore une splendeur du rouge le plus vif, du rose le plus tendre. Les seconds fanaient en quelques heures, mais ils étaient les plus prolifiques, vague après vague d'un jaillissement continu de frêles pétales. Tous avaient une légèreté incomparable. Tous s'entendaient à danser dans l'herbe sous le moindre souffle de vent. Et leur balancement ténu dilatait un espace qui n'avait certes pas les dimensions d'une prairie, mais en avait l'insouciance, les frémissements et la face rieuse tournée vers le ciel. Au dernier jour de mai, le jardin célébrait la plus éphémère, la plus champêtre, la plus modeste des floraisons. 4 pétales rouge-feu, noués à une mince tige par une mouche de velours noir, et qui, une fois tombés, découvraient une petite capsule finement côtelée, pour l'heure hermétiquement close, semblable à celle du pavot. Mariette ne pouvait se rassasier du spectacle qu'il donnait. Et s'il lui arrivait de regretter que Louise ne fût pas là pour voir ce champ de coquelicots, Pâques, à présent, était derrière elle, derrière eux, et elle avec eux, plus proche que jamais d'un été vers lequel s'avançaient de vastes, très vastes journées. Le temps des conquêtes avait passé. La lumière n'avait plus à gagner sur l'obscurité et encore moins à en triompher. Les longues soirées de juin semblaient au contraire courtiser la nuit, à laquelle elles offraient la senteur sucrée et insistante d'un chèvrefeuille, et les petits matins la laissaient fuir dans une gloire de pourpre humide, sans se donner la peine de la poursuivre. Mariette se réveillait à l'aube. Non que le temps lui manquât pour ce qu'elle voulait accomplir avant l'arrivée de Louise, mais parce que depuis peu, 2 journées d'une nature étrangement contraire commençaient et s'achevaient de part et d'autre d'une sieste. Inutile de dire que faire la sieste n'avait jamais été dans ses habitudes. La première fois que le sommeil l'avait surprise à la table du déjeuner, elle en était restée honteuse et s'était précipitée dans le jardin comme si elle lui avait fait irréparablement défaut. Or, aux premières heures de l'après-midi, le jardin aussi, maintenant, sommeillait. Les oiseaux se taisaient. Les coquelicots, disparus, n'animaient plus l'herbe haute. Le vent effeuillait avec la nonchalance d'un soupir une rose largement épanouie. Mariette n'aimait pas beaucoup ces moments-là, trop silencieux, trop oisifs, trop propices au songe, jusqu'à 16 heures au moins. Les matins, en revanche, gardaient leur force vive, leur vouloir inaltéré, et la voyaient sarcler le pied des arbres fruitiers, couper des tiges de noisetiers pour en tuterer les hautes hampes des lys, ôter les fleurs fanées d'un bouquet de giroflées ou flatter d'un petit geste de la main en écrasant au passage quelques pucerons, des boutons de rose encore étroitement corsetés dans leurs sépales. Qui de la sève ou de son sang à elle s'engourdissait en premier. À mesure que le soleil approchait de son zénith, le jardin tendait vers le ciel la masse de plus en plus sombre de ses feuillages, se repliait sur ses creux d'ombre et de lierre, réservait au seul rosier les îlots d'éclatantes lumières. Le soleil aveuglait, et Mariette rentrait, se laissait tomber sur une chaise dans la cuisine, puis, préparant et avalant en quelques gestes lents son déjeuner, somnolait déjà.
Venait alors le temps des songes. Non pas ceux qui pénètrent comme par effraction la nuit dans un sommeil à poings fermés et sous lesquels ces mêmes poings tantôt se crispent, tantôt s'ouvrent pour les laisser filer comme du sable et n'en rien retenir, mais les songes très flous, presque transparents, qui visitent les siestes et leur survivent en vagues pensées, en mouvements hésitants. Il aurait fallu, une dernière fois, battre le tapis dehors, et une dernière fois décrocher des fenêtres les lourds rideaux de velours pour leur faire prendre l'air sur le fil à linge. Mais ces tâches réclamaient une résolution que Mariette n'avait pas, et elles étaient reportées au lendemain matin. Après avoir lorgné du côté d'un jardin pris dans un engourdissement égal au sien, abîmée dans ses propres songes, elle s'attelait à un ouvrage abandonné à la fin de l'hiver et repris depuis quelques jours dans les mêmes circonstances et pour les mêmes raisons. Il ne nécessitait que patience et minutie, progressait d'un pas aussi menu que l'après-midi, mais n'en avançait pas moins et occupait les mains. Mariette ourlait une des nappes trouvées dans le grenier, sa préférée. En tout cas, celle qui lui paraissait, par ses dimensions et son motif à carreaux bleus, convenir le mieux à la table de la cuisine. Celle aussi qui avait été probablement le plus blanchie, au vu de la finesse de son coton, du moelleux de son toucher, de ses bords effilochés. Et en fin de compte, malgré des doigts un peu gourds, un peu malhabiles après des semaines consacrées au jardin, ce n'était pas désagréable d'être ramené ainsi à la maison de poupée. Sous une torpeur qui n'était qu'apparente, ces heures lentes, pénétrées du savoir des saisons, tissaient les prochaines moissons, mûrissaient les futures récoltes. Bientôt Mariette imagina un goûter, voire un déjeuner à cette table, sur cette nappe, en compagnie de Louise, et laissa venir à elle, point après point, aiguillé de fil après aiguillé de fil, d'autres songes aimables qui puisaient au souvenir d'une lointaine semaine de Pâques. Puis ces songes appelèrent à leur tour des souvenirs beaucoup plus anciens, si anciens en réalité que Mariette n'aurait jamais cru les avoir gardés. Peu nombreux, enfouis sous une existence d'adulte qui les avait arasés, et aussi déconcertants dans leur entêtement à lui échapper que dans leur insistance, jour après jour, à errer autour d'elle. Jusqu'à leur brusque dévoilement, des pommes rouges dans un compotier, une autre table et une autre nappe, un rectangle de soleil sur un linoléum, des pieds en chaussons dans l'ombre, et la brève satisfaction de les avoir saisis, et le trouble dans lequel il la plongeait. Car ces images inopinées étaient aussi précises que le chat qu'elle surprit un après-midi, assis sur le rebord de la fenêtre ouverte, tourné dans sa direction, tout occupé, et depuis combien de temps? À la contempler tirant l'aiguille, mais qui s'enfuit dès qu'elle leva la tête, de sorte qu'elle aurait certainement douté de sa réalité si elle ne l'avait vue, de ses yeux vus rejoindre le marronnier en quelques bonds dans l'herbe haute et disparaître. Ah, cet après-midi-là, Mariette en avait eu assez des songes. Du reste, le soleil s'était retiré de la fenêtre de la cuisine, de la porte de la maison. Il devait être 16 heures passées et son ravitaillement hebdomadaire la réclamait au bourg. Mais le lendemain, après la sieste, elle leur était revenue. L'ouvrage n'était pas terminé, et les jours maintenant étaient comptés si elle voulait que cette nappe fût prête. De temps en temps, elle levait les yeux, mais seul l'immense marronnier, au feuillage presque bleu dans le vert bronze de ses feuilles et l'éclat d'un après-midi de juin, occupait le cadre de la fenêtre. Et peu à peu, la régularité de l'aiguille et le silence de l'heure, sur lequel s'élevait le lancinant roucoulement d'une tourterelle, la renvoyèrent à une autre nappe, peut-être semblable, à des pommes dans un compotier, et finalement, au fond de ce songe qui se dérobait depuis des jours, à une silhouette assise comme elle-même l'était en cet instant, et comme elle penchée, absorbée par un travail de couture.
et aucun chat alors n'aurait pu distraire son attention d'une femme qui chantonnait, reprenait et reprenait encore le même air, un peu languissant, de n'être pas tout à fait conscient, tandis qu'une enfant, à peine plus haute que la table, retenait son souffle, écoutait de tout son être, se perdait en ravissement, puis sentait monter en elle le désir de bondir sur les genoux et entre les bras de celle qui cousait, et savait qu'elle briserait ainsi l'enchantement, et ne pouvait cependant réfréner ce désir de plus en plus impérieux, presque douloureux dans son élan réprimé, de boire à même les lèvres murmurantes l'étonnante et poignante douceur inaccessible. Au plus fort d'une tension qui la faisait se dandiner d'un pied sur l'autre, l'enfant s'accroupit soudain sur le linoléum, se glissa entre les pieds de la table et se recroquevilla dans la pénombre d'une grande nappe à carreaux bleu et blanc. « Mariette, ma fille, qu'est-ce qui te prend? Vas-tu sortir de là-dessous ?»